Bonjour à tous, vous regardez actuellement le magazine des étudiants en journalisme de Sciences Po Toulouse, au programme de la politique, du sport, des graffitis et même des insectes. Bon visionnage! Garage pour tous est un garage toulousain solidaire. Association créée en 2011, le garage réunit aussi bien des employés que des bénévoles. Perrine Signoret et Nelly Lesage sont entrés dans les coulisses de ce garage, pas tout à fait comme les autres. Ce sont des véhicules qui sont un peu en fin de vie, que l'on répare à minima pour qu'ils soient en sécurité et que l'on prête aux personnes adhérentes qui ont leur véhicule en réparation. Ça leur permet d'aller au boulot, d'aller au métro. Enfin, ce sont des véhicules pour tourner un peu là autour de Toulouse. Garage pour tous, c'est le nom de l'association dans laquelle Claude travaille. Depuis 5 ans, lui et ses collègues y réparent des voitures à petit prix. En moyenne, les tarifs sont 2 à 3 fois moins chers que dans un garage classique. Les personnes à faible revenu ne faisaient pas réparer leur voiture, donc ne passaient pas le contrôle technique et ne savaient pas qu'ils n'étaient pas assurés parce que la voiture n'a pas à être sur la route. Donc nous, notre but, c'était de faire les réparations au minimum de sécurité pour pouvoir passer le contrôle et rouler normalement. Le deuxième but, c'était aussi, qui nous était dicté un peu par les collectivités, c'était d'éviter la mécanique sauvage, c'est-à-dire celle que l'on peut voir en bas d'immeubles, dans les trottoirs, sur les parkings, faite par des personnes pas toujours qualifiées, des personnes qui avaient choisi ce mode de réparation, qui sont venues ici, et des pièces étaient montées carrément à l'envers, genre des plaquettes de frein, donc très dangereux. C'est justement pour éviter ces bricolages amateurs dangereux qu'au garage, on ne se contente pas seulement de réparer les voitures. Bénévoles et encadrants n'hésitent ainsi jamais à distiller leurs précieux conseils aux adhérents, mais aussi à des mécaniciens en herbe. C'est devenu, depuis 2 ans, le quotidien de Julia, un ancien professeur de mathématiques originaire de Madagascar. Le fait que moi je suis déjà dans l'enseignement pendant des années, donc le fait que les gens en arrivant ici ils ne connaissaient rien du tout, ça me dérange pas. J'aime bien communiquer, je sais comment on fait pour transmettre mon savoir-faire à ces gens-là. Ouais, je suis là pour animer les gens, surtout, pour faire comprendre aux gens que la mécanique, c'est pas trop comme on pense en fait, c'est pas trop compliqué, et aussi pour aider les gens au moins à savoir réparer leur voiture soi-même. C'est pas trop compliqué d'ailleurs. Créé en septembre 2011, ce garage associatif compte aujourd'hui plus de 1800 adhérents, un chiffre qui augmente chaque jour depuis. Mais ce qui fait la fierté du fondateur Raymond Glaise, ce n'est pas seulement d'avoir permis à ceux qui n'avaient plus les moyens de rouler en toute sécurité. Car depuis ses débuts, Garage pour tous, c'est aussi un chantier d'insertion. Des passionnés, restés longtemps au chômage ou avides de reconversion, y ont fait leurs armes. Marie, conseillère en insertion professionnelle, les accompagne tout au long de ce parcours. Garage pour tous, franchement, à partir de 14h. Voilà, ok, à tout à l'heure. Pour elle, l'objectif, c'est avant tout de les former rapidement. Le parcours classique, c'est 24 mois. Après, le but, mon travail à moi, c'est justement qu'il ne reste pas 24 mois. C'est de lever les freins très très vite, de manière à ce qu'ils puissent être complètement employables sur un poste stable dans une entreprise classique. Mais on se rend compte que 24 mois, ça reste une durée raisonnable, on va dire, pour lever tous ces freins et les accompagner vers un emploi durable. On a eu de très jolis résultats en 2015, sur 2015-2016. Sur nos 4 salariés qu'on avait déjà en insertion, 2 sont partis en CDI, une en formation. Donc elle avait passé son CAP en candidat libre ici lors de son parcours, au moment de son parcours, et elle a été admise donc pour un bac pro en mécanique. Donc voilà, des belles histoires. Et le dernier salarié a été embauché ici en contrat chez nous. Malgré ces belles histoires, le moins que l'on puisse dire, c'est que le garage n'est pas épargné par les difficultés financières. Il dépend aujourd'hui largement des subventions que lui octroient les collectivités locales, des sommes qui seront bientôt sensiblement réduites. Bien qu'appartenant au secteur non marchand de l'automobile, l'association va donc devoir peu à peu augmenter sa rentabilité. Sébastien Nadeau. Ce nom ne vous dit peut-être rien,
et pourtant il est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Ce Toulousain est membre du mouvement des progressistes de Robert Rue. Un portrait de Marie Desrumeaux et Raphaël Brosse. Sciences Po Toulouse, un jeudi matin. Au milieu des va-et-vient habituels, un étudiant pas comme les autres. Sébastien Nadeau, 44 ans. Sa particularité, il est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Professeur d'éducation physique et sportive, également docteur en sciences sociales, il a choisi de reprendre des études universitaires. Droit, histoire, économie, anglais, autant de connaissances qu'il compte mettre à profit dans son parcours politique. Le débat est très pollué, très vicié par les stratégies politiciennes et du coup le recul fait un petit peu défaut et les éclairages ne sont pas toujours les meilleurs. Donc le fait de venir aussi réfléchir sur de l'histoire, sur un passé, mais qui est un passé collectif, d'un autre pays avec d'autres circonstances certes, c'est aussi une manière d'enrichir la réflexion et de pouvoir éventuellement la traduire dans une manière de fonctionner, une manière d'être à l'avenir. Comme tout candidat, Sébastien Nadeau va à la rencontre de ses futurs électeurs. Ce samedi matin, il est à Florence, dans le Gers, sa ville natale. On va discuter, on va échanger, on va rencontrer les gens. Il y en a que je connais, il y a des amis, il y a de la famille. Et puis il y a tous les gens à qui je veux m'adresser, dans le sens où on aborde une élection présidentielle pour l'instant uniquement de l'intérieur du périphérique parisien. Et il y a tous les gens sur les territoires qui finalement sont peu interpellés et dont les politiques se préoccupent, à mon sens, pas suffisamment. Mais Sébastien Nadeau n'est pas venu seul. Il peut compter sur le soutien de Robert Hue. Candidat à la présidentielle en 1995 et 2002, l'ancien secrétaire général du Parti communiste français est aujourd'hui à la tête du mouvement des progressistes. C'est lui qui a propulsé Sébastien Nadeau dans la course à l'Élysée. Il a un profil qui correspond complètement à ce que nous souhaitions avoir comme candidat à l'élection présidentielle, à savoir quelqu'un qui veut vraiment faire autrement la politique qu'elle ne se fait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'élite du pays, c'est quelqu'un qui est un agrégé naturellement d'éducation nationale, il est docteur en histoire, c'est donc un intellectuel, mais c'est en même temps quelqu'un qui est sur le terrain. Une visite qui se conclut dans la salle du conseil municipal. Les deux hommes politiques prennent la parole en compagnie de Raymond Val, sénateur-maire de Florence. J'étais très ému d'accueillir Sébastien Nadeau parce que sa famille est très connue dans cette ville. C'est une famille qui a beaucoup apporté à cette ville et de le voir revenir, j'ai imaginé ce qu'était son émotion dans cette salle de l'hôtel de ville. Venir ici et dire aux Florentins, voilà, je suis un des vôtres et en même temps, je suis candidat à la présidence de la République française. Pour les prétendants hors des partis traditionnels, le parcours vers la candidature est parfois semé d'embûches. Aujourd'hui, Sébastien Nadeau est à la préfecture afin de résoudre un problème administratif. J'ai eu un premier récépissé qui m'a été fourni avec des erreurs dessus, donc je ne peux pas ouvrir de compte en banque. Et cette histoire dure donc depuis 5 mois. Après avoir insisté plusieurs mois sans succès, il a décidé de prendre les choses en main et d'aller lui-même régulariser sa situation. Il est de retour, une vingtaine de minutes plus tard. Je vous présente le précieux sésame. L'erreur a été rectifiée, le candidat du mouvement des progressistes va désormais pouvoir ouvrir un compte de campagne. Mais la route est encore longue pour Sébastien Nadeau. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le natif de Florence dans un café du quartier Saint-Michel où il a ses habitudes. Il revient sur son parcours politique et sur la réaction de ses proches lorsqu'il a annoncé qu'il allait être candidat. De manière assez surprenante, il y en a plusieurs que ça n'a pas surpris. Alors que moi, je trouvais ça vraiment très très étonnant. Pour moi, j'en suis toujours étonné de cette situation, mais sinon la réaction ça a été que c'était assez culotté
et que, quelque part, je tire mon chapeau à quelqu'un qui décide un jour qu'il veut pas que ça continue comme ça, et puis qui fonce et qui s'engage réellement en consacrant du temps, de l'énergie, de la volonté. Donc ça a été bien reçu, y compris des gens qui ne sont pas forcément de ma sensibilité dans la famille. Ça a été bien perçu. Et ils vous soutiennent? Oui, y compris des gens qui ne sont pas de ma sensibilité. Il a parfois du mal à concilier sa vie familiale, ses obligations professionnelles et ses activités d'auteur avec son engagement politique. Effectivement, il faut que j'enfile mon survêtement pour aller faire courir mes élèves, et puis le soir j'ai une réunion, je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est une articulation qui est complexe, ça a ses limites, ça a vraiment ses limites par rapport au système français qui est très centralisé. Et le fait qu'en plus je sois toulousain, ça rajoute de la difficulté. Il y a eu quelques télévisions qui m'ont demandé de venir sur leur plateau à 11h30 pour 12h30. Donc moi j'étais sur Toulouse en survêtement ou pas, enfin bref. Sébastien Nadeau a déjà obtenu plus d'une centaine de promesses de parrainage. Son nouvel objectif maintenant, c'est de se faire connaître du grand public, notamment via une opération d'affichage en réalité augmentée. Une première en France. La campagne ne fait que commencer. Devenez député. Pour une France qui vous ressemble, qui soit ambitieuse. En fait, je m'appelle Sébastien Nadeau, je suis prof de chimie. Je fais partie d'un mouvement citoyen, le MDP. Et je vous dis à bientôt. Des grillons et des verres dans votre assiette, le menu ne semble guère appétissant. Et pourtant, une petite entreprise à Saint-Orens de Gameville a décidé de faire des insectes un aliment comme les autres. Amélie Caralp et William Denain ont poussé les portes de leurs élevages. Les Toulousains sont-ils prêts à essayer la nourriture de demain? Nous leur avons proposé de goûter des verres de farine. C'est pas hyper appétissant, mais pourquoi pas, ouais. Ok, allez-y. Comme on s'y attendait, beaucoup ont refusé. Seuls quelques courageux s'y sont risqués. Ça va. Un peu le goût d'herbe, je sais pas trop. Ça va, mais c'est pas mauvais. Alors, c'est des insectes. Oh de Jésus. Non, ça va aller, merci. Bon, ça va aller. C'est salé. Ouais. Franchement, c'est pas mauvais. Après, est-ce que je me verrais manger une assiette de ça? Pas forcément. Mais c'est vrai que pour essayer, pourquoi pas. Hein, et puis... Ouais, non, en vrai, c'est vraiment pas mauvais. Ouais. Je sais que c'est plein de protéines, du coup, c'est bon pour la santé. Sous forme de barres énergétiques, de pâtes alimentaires ou de biscuits apéritifs, Micronutrice transforme ces insectes en aliments comme les autres. Son but, faire entrer la consommation d'insectes dans les habitudes alimentaires des Européens. L'entreprise toulousaine, créée en 2011, nous a ouvert les portes de son élevage de grillons et de vers de farine à Saint-Orens de Gameville, en banlieue toulousaine. Donc Micronutrice, c'est la première ferme en Europe d'élevage d'insectes destinés à l'alimentation humaine. Donc on parle beaucoup d'insectes comestibles en ce moment. Pourquoi? Principalement pour deux raisons. Bonne qualité nutritionnelle et une production qui a un faible impact sur l'environnement. Donc c'est une des solutions qui va permettre de faire face aux futurs défis alimentaires de nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Plusieurs salles sont dédiées à l'élevage. La salle de reproduction, d'incubation et de croissance. Si on veut faire un équivalent avec de la viande traditionnelle, dans un bac comme celui-ci, il y a environ 2500 steaks en devenir. Donc ce qui est assez énorme par rapport à la production de viande classique. Donc on a vraiment besoin de beaucoup moins de surface au sol pour produire une quantité de nutriments équivalente à celle de la viande traditionnelle. Des dizaines de milliers de grillons sont regroupés dans plusieurs caisses en fonction de leur âge. Deux conditions sont nécessaires à leur développement, la chaleur et l'humidité. Grillons comme vers de farine sont nourris exclusivement avec des produits issus de l'agriculture biologique. Ouais, mais là je vais vous montrer des larves qui sont à maturité et qui vont être collectées dans quelques jours. Voilà, donc elles ont une couleur idéale et après ça dépend des goûts de chacun, mais on peut les trouver peut-être très appétissantes.
Les insectes comestibles sont encore peu dans la culture des Européens. Il y a déjà 2 milliards d'êtres humains qui mangent régulièrement des insectes, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Donc nous, chez Micronutrice, on a une approche très spécifique pour le marché européen. Et donc l'idée pour développer ce marché, ça va être de proposer des produits qui sont déjà adaptés au mode de consommation européen. Seul en gros tableau, le prix de ces insectes comestibles qui reste pour l'instant élevé. En cause, le coût de production toujours important dans cette filière pas encore suffisamment développée. D'ici à 3 ans, le prix de revient des insectes va être comparable au prix de revient de la viande pour à terme s'accentuer en faveur des insectes. Mais il ne fait aucun doute que la consommation d'insectes n'est pas encore entrée dans les mœurs. Vous êtes prête à goûter quelque chose Oui, je consens à le goûter, oui, je suis d'accord. Allez, très bien. Je vais déguster cette chose. Voici. Oh, ça, c'est pas possible. Ça, c'est des insectes. Ouais. Et alors, c'est vrai que, bon, soi-disant, c'est croustillant, c'est grillé, tout ça. Mais, bon, alors, il faudrait que je réfléchisse ou il faudrait que j'ai fait un pari. Prévention, action, écoute, ce sont les maîtres mots d'InfoSecte 31, une association qui lutte contre la propagation de phénomènes sectaires. Nous sommes allés à la rencontre de Simone Rich, la présidente de cette association, et d'Olivier, victime d'un mouvement sectaire durant 7 ans. Témoignage. Être embrigadé dans une secte, un phénomène qui n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui en France, on recense environ 500 mouvements sectaires, une estimation très difficile à établir qui en dit long sur la discrétion de ces mouvements. À Toulouse, Olivier a accepté de témoigner pour nous raconter son histoire. 7 ans dans l'enfer d'un mouvement sectaire d'extrémistes catholiques. J'ai vécu pendant 3 semaines à 20 km de chez moi, dans une espèce de taudis, un garage. Donc tous les jours j'allais au travail avec mon costume et tout ça. Voilà. Et puis le soir, en fait, je dormais comme un clochard, quoi. Vivre dans un garage pendant 3 semaines, c'est l'une des maltraitances subies par Olivier. Tombé amoureux d'une jeune femme, il est loin de s'imaginer que cette rencontre va tourner au drame, car celle dont il est épris fait partie d'un mouvement sectaire. Olivier se fait embrigader, change de vie et coupe les ponts avec sa famille pendant 7 ans. Ça, ils m'ont vu changer rapidement et ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire. Ça, c'est vrai que je trouve que c'est terrible, ça. Un voisin avec qui je travaillais qui me répétait souvent « Tes enfants, ils ne sont pas scolarisés », parce que mes enfants n'étaient pas scolarisés à l'époque. Mais tu crois pas que c'est bizarre pour leur sociabilisation et tout ça? J'étais prêt à lui donner tous les arguments pour lui démontrer qu'il avait tort. Mais aujourd'hui, je suis prêt à donner tous les arguments pour dire qu'il avait raison, quoi. Si Olivier a retrouvé une vie normale, c'est notamment grâce à InfoSecte 31. L'association, dirigée par Simone Rich, lui a offert un soutien psychologique, mais aussi juridique. Le plus complexe pour les victimes de sectes est de réunir suffisamment d'éléments pour prouver leur dire. Il y avait 2 chemins de toute façon, devant moi, c'était soit le suicide, soit la vie. Il ne peut y avoir qu'une action en justice à partir de témoignages concordants et nous, en nous basant sur des critères bien précis, vérifiables, juridiquement condamnables. Olivier a rassemblé de nombreuses preuves de ce qu'il avait subi, changé de prénom, coupé tout lien avec ses proches, mais pire encore, grâce à une pratique psychologique dite des faux souvenirs induits, le gourou du mouvement sectaire a réussi à persuader Olivier qu'il avait subi un traumatisme dans son enfance. Ça a pris 1 an et demi pour me convaincre qu'une scène anodine avec ma maman était en fait un abus sexuel. Et là, c'est vrai que je commence à me dire que c'est étrange pour des gens qui soi-disant sont chrétiens. Le déclic, ça a été de me dire, si c'est ça la vie avec Dieu, j'en veux plus, quoi. Voilà. Poubelle, je veux changer de vie, quoi. Ça m'intéresse plus. Simone Rich travaille sur les dérives sectaires depuis une 20aine d'années. Elle est aujourd'hui capable d'identifier ces mouvements qui se dissimulent parfois sur de simples flyers. Nous travaillons sur des critères de dérive sectaire et uniquement à partir, dans les associations à caractère sectaire, uniquement à travers les pratiques et non pas sur leurs propres croyances, par exemple.
On pourrait se dire, bon, un test de personnalité, pourquoi pas? Mais que vient faire la spiritualité là-dedans? Chaque jour, nous pouvons être confrontés à un mouvement sectaire sans même nous en rendre compte. Et si certains sont facilement identifiables, d'autres le sont bien moins. Ce phénomène d'embrigadement toucherait au moins 500 000 Français selon les derniers chiffres du gouvernement. Une estimation certainement en dessous de la réalité. Gamer rime avec loser, c'est ce que l'on serait tenté de croire. Pourtant, grâce à l'avènement de l'e-sport, le type du gamer tente à se diversifier. Nous avons suivi Romain Beclin, l'un des meilleurs joueurs de France de League of Legends, qui vit actuellement à Toulouse. Portrait. Alors moi je suis tombé là-dedans il y a on va dire 3 ans. C'est un ami qui m'a initié, il m'a invité un soir après le volley à jouer avec d'autres amis d'ailleurs. Donc on a fait ce qu'on appelle une LAN, c'est-à-dire on a connecté plusieurs PC ensemble et on a joué. Et au début j'arrivais pas trop, je trouvais ça super complexe, mais ça m'a plu, le principe m'a plu, le jeu m'a plu et j'ai accroché très rapidement. Romain est tombé là-dedans depuis maintenant 3 ans, et ce là-dedans, c'est League of Legends, l'un des jeux en ligne les plus populaires au monde. Comme chaque jour après les cours, Romain se presse pour rentrer chez lui et entamer une nouvelle partie. Alors, League of Legends, c'est un jeu vidéo, un jeu d'arène en fait, 5 joueurs contre 5 joueurs, sur une carte qui est prédéfinie en fait, que chaque joueur connaît bien. Et le but c'est de détruire la base adverse. Ça prend une partie dure en moyenne 35 minutes. Et voilà, il faut être la première équipe à détruire la base de l'adversaire on va dire, détruisant ses bâtiments un par un jusqu'à la base finale. Ok les gars, donc là le plan de jeu il est assez simple. Ils ont beaucoup plus de personnages forts en début de partie, donc nous on va essayer de se concentrer sur... Romain est le capitaine d'une équipe de League of Legends. Lui qui a joué au volley à haut niveau, il trouve des similitudes entre l'e-sport et le sport classique, bien que les deux disciplines soient considérées comme différentes. Ben, moi j'ai été capitaine d'équipe de volley et d'une équipe d'e-sport. Et j'ai retrouvé exactement les mêmes ingrédients qui font un peu la pâte sportive. Enfin, j'étais coach et je devais des fois recadrer des individualités, des fois je devais encourager des joueurs parce qu'ils lâchaient un peu prise, des fois je devais faire des débriefs sur un match qui s'était mal passé ou qui s'était bien passé. Je devais observer les techniques un peu, ce qui pêchait à chaque fois. Donc je retrouvais les mêmes ingrédients et la même passion pour la chose, quoi. Donc ça c'est mon classement en fait. Dans la ligue de diamant. Donc, le diamant c'est la plus haute division à League of Legends. Donc, moi je suis en diamant 5, donc c'est un peu comme la Ligue 1, Ligue 2, etc. en foot en fait. Donc diamant 5 ça commence à jouer très très sérieusement. Dès qu'on est en diamant 5 en fait on est dans le premier pourcent des très bons joueurs européens. Dextérité et réactivité, ce sont les capacités à développer pour être comme Romain parmi les meilleurs joueurs d'Europe. Et cette nuit, les réflexes du gamer seront mis à rude épreuve. Comme d'habitude, une courte nuit l'attend. Après seulement quelques heures de sommeil, c'est à la bibliothèque que nous retrouvons le lendemain matin le gamer. Voilà, on a joué toute la nuit, enfin jusqu'à 4h du matin, contre des bonnes équipes européennes, mais il faut se mettre au boulot, donc petite journée bibliothèque comme tout le monde. Voilà. Étudiant en sciences politiques, il a été dans l'une des meilleures classes préparatoires de France, Henri IV, à Paris, avant de venir à Toulouse pour se spécialiser dans l'étude des discriminations à Sciences Po. Pour lui, être gamer et bon élève ne sont pas deux choses antinomiques. Mais c'est absolument possible en fait. Les gamers sont des gens normaux et c'est un truc qui est en train de changer. C'est-à-dire que avant, les gamers c'était le gros, l'obèse qui est dans sa chambre, qui fait avec d'autres, qui mange des chips. Maintenant, le gamer c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi. Et c'est quelque chose dont on a de moins en moins honte en fait d'être un gamer. Je vais vous dire une petite anecdote, c'est que quand j'étais au lycée, je jouais déjà pas mal aux jeux vidéo et quand j'invitais ma copine à la maison, je cachais mes boîtes de jeux et mes jeux sous des couvertures.
pour pas qu'elle se rende compte que j'étais un gamer et qu'elle me quitte, quoi. En gros, j'avais peur de ça. Bon, bah, aujourd'hui, ça a complètement changé, quoi. Ma copine, elle est au courant que je joue beaucoup et ça lui pose aucun problème. Au contraire, des fois, elle joue avec moi et elle trouve ça assez marrant. Le gamer casse les codes donc, et il est heureux de voir que l'on ne considère plus les joueurs comme des personnes asociales. Pourtant, il est conscient qu'il est trop compliqué de faire carrière dans ce milieu-là. Bah déjà, j'ai pas complètement le niveau. Il reste encore un petit peu de chemin, je pense, pour avoir le niveau professionnel. Pour l'instant, on n'est que semi-pro avec mon équipe. Et puis, c'est aussi un choix, c'est parce que l'e-sport, c'est un milieu, à 25 ans, on est assez vite cramé. Du coup, je préfère me concentrer sur mes études, c'est plus sûr comme perspective d'avenir. Et si Romain travaille durement aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que son week-end sera pris par un événement plutôt important à ses yeux. En effet, comme tous les ans, les amoureux de la culture geek à Toulouse sont venus se rendre au Toulouse Game Show. Et la foule est déjà là dès 10h du matin. Romain, de son côté, lui avait pris ses places sur internet, ce qui lui permet d'éviter l'attente. Malgré la multitude de personnes déguisées en cosplay qui l'entourent et tous ces stands dédiés à l'univers des mangas, Romain est venu dans un but bien précis et rien ne semble l'empêcher d'y arriver. Alors là, on est à la finale du Challenge France de League of Legends à la TGS de Toulouse, qui a lieu à la TGS de Toulouse. Et donc c'est grosso modo l'équivalent de la finale de la Ligue des Champions, pas de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, finale de la Ligue 1 française en foot, c'est à peu près pareil. C'est donc les meilleures équipes françaises qui se rencontrent, donc c'est que des Français qui sont sur scène et ils sont très 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 bons. Près de 2000 personnes sont venues assister à la finale de League of Legends. Dans une salle chauffée à blanc, des analystes et des présentateurs sont là pour mettre l'ambiance. Dans la salle, l'ambiance est électrique, hein, c'est vraiment chaud bouillant, d'autant plus que Riot en fait a très bien compris le côté un peu spectacle et joue avec ça beaucoup. Voilà, ils ont des casters, ils mettent le show, ils mettent l'ambiance, il y a des projecteurs, les effets lumière, les effets son, enfin c'est vraiment, vraiment un spectacle et ils ont très bien pris en compte la dimension spectacle et ils en jouent vraiment bien. Les yeux brillants devant ses idoles présentes sur scène, Romain est conscient de ses limites, même s'il aurait aimé faire partie de cette élite du jeu vidéo français. J'aurais peut-être pas pu devenir comme eux parce qu'ils ont commencé très jeunes et dès leur plus jeune âge ils jouaient beaucoup, hein. Ces joueurs-là ils sont à 10 heures par jour depuis qu'ils ont 14 ans, hein. Donc il faut quand même dire ça. Après ouais, c'est forcément une place qui donne envie, quoi. Comme n'importe quel jeune a envie de devenir Cristiano Ronaldo, c'est à peu près pareil. Romain est concentré, il a déjà joué contre des gamers présents sur scène, il sait qu'il aurait pu être à leur place, mais sans regret il continuera à jouer pour le plaisir. Sa vie, elle, sera faite de bien d'autres choses. Des salles comme celle que vous voyez derrière moi, il en ouvre des dizaines chaque année. Mais qu'est-ce que le CrossFit au juste ? Cette pratique directement inspirée des entraînements de l'armée américaine consiste à repousser ses limites physiques et mentales. Nous avons suivi Olivier, jeune adepte de ce nouveau sport. Portrait. Ce qui me plaît dans ce CrossFit, c'est le dépassement de soi. En fait, tu essaies toujours de faire mieux que la dernière fois, mieux que ce que tu fais d'habitude. Et voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est quand on a des temps donnés, on s'aperçoit que c'est vraiment hyper dans le mental, parce que quand il reste 20 secondes, on va être capable de faire 10 fois plus de trucs que dans les 20 minutes complètes, donc c'est cet aspect-là que j'aime bien. Le CrossFit est une discipline sportive en plein essor très populaire chez les jeunes. Elle est directement inspirée des entraînements de l'armée américaine. Cet enchaînement d'exercices fait travailler l'ensemble des muscles, le cardio et la force mentale. Course lestée de poids, step, enchaînement de différents types de pompes, le tout sur fond de musique entêtante et agressive. Voilà les fondamentaux du CrossFit. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi Olivier qui vient de se lancer dans la grande aventure CrossFit. Le jeune homme de 25 ans pousse à la salle une fois par semaine. Le but ? Cultiver sa capacité à l'effort de façon ludique. Son amie et coach personnel Katia ne manque aucun entraînement de son poulain.
Katia, déjà elle m'a fait découvrir le CrossFit. Et en gros, elle me motive pour y aller, elle me motive pendant les séances. Ces séances, Katia les pratique en compétition. Et là, ça ne rigole plus. Les athlètes courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, soulèvent des haltères, utilisent des anneaux de gymnastique, des boîtes, bref, n'importe quel objet, tant qu'il est lourd. Mais cela n'entame en rien l'esprit d'équipe, typique du CrossFit. Entraide, patience, précaution et bienveillance sont les maîtres mots ici, même en compétition. Et dans les vestiaires, les crossfitters aiment décompresser. Mais revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Olivier, qui dévoile devant notre caméra ses talents d'athlète. Bien entendu, Katia n'est jamais bien loin. Elle en profite même pour lui faire une petite démonstration. Et c'est peu dire qu'Olivier ne tarit pas d'éloges sur ses coachs. Donc elle vient, elle m'encourage, pas que Katia d'ailleurs, tous les autres en fait, dès qu'ils ont terminé, ils viennent, même quand ils sont en cours d'entraînement, ils crient, ils nous motivent et c'est ça qui... Il y a des exercices individuels mais c'est assez collectif en fait. Collectif, c'est bien le mot. Cela fait maintenant 4 mois qu'Olivier s'est mis au CrossFit. Et ce qu'il en retient avant tout, c'est la solidarité du milieu. Derrière des apparences bourrues et austères, c'est pourtant un sport de vrais passionnés, toujours prêts à aider les débutants. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois, il faut avoir le cœur bien accroché. Même pour les plus tenaces. C'était dur. Ouais. J'ai mal partout, j'ai envie de vomir. Mais sinon c'était cool. Ouais. Ouais. Dur, c'est certain. Mais cela ne semble pas décourager les nouveaux adeptes qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Ils étaient environ 10 000 à courir le marathon de Toulouse cette année. Parmi eux, un jeune étudiant, Loïs, qui faisait ses débuts sur la distance. Pierre Levenbruck et Amélie Caralp ont suivi sa préparation. Loïs Ramé a 22 ans. Il s'apprête à courir son premier marathon. J'aimerais bien faire au moins de 4 heures, 3h50 ce serait sympa. Après, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur la dernière heure de course, donc on verra bien. Étudiant à Sciences Po Toulouse, Loïs s'est lancé ce défi avec ses amis. Depuis 2 mois, il accélère sa préparation pour aborder dans les conditions optimales l'échéance finale. Toutefois, pas question pour lui de repérer le parcours en détail. Alors j'ai juste vu sur internet, j'ai pas voulu faire le parcours en vélo, ce serait un coup à me démoraliser. Du coup, ouais, j'ai juste regardé sur internet, j'ai pu voir que les 20 premiers kilomètres sont un peu en bordure de Toulouse et au bout de 20 km, si vraiment je suis pas bien, je passe à côté de la maison, donc je pourrais faire demi-tour, mais ça n'arrivera pas. Je serai motivé pour faire les 20 derniers. Les efforts liés à sa préparation se font aussi bien sur le terrain que dans la vie quotidienne. Donc là, depuis 2 mois à peu près, j'ai arrêté un peu de boire d'alcool. À l'origine, je ne pensais pas faire de régime particulier, mais le fait qu'il y ait quelques copains à le faire, on se donne un peu la motivation de préparer au mieux le marathon. Donc voilà, sinon, c'est aussi de diminuer la quantité de viande, etc., de manger plus de légumes, plus sainement, mais et un peu de soja, d'enlever le lait au profit du soja, mais sinon, c'est pas, je ne deviens pas un ayatollah de la nourriture pour le sportif. Mais la première passion de Loïs, c'est le vélo. C'est en effet la passion. Faut que je conjugue mes entraînements de course à pied avec ceux de vélo. Donc là aussi, c'est un des dilemmes qui se posent dans la préparation au marathon, mais ça se fait bien.
Dimanche 23 octobre, c'est le jour J pour Loïs. Avant de partir, il prend un petit déjeuner à base de féculents et protéines. Au fur et à mesure que nous le suivons, la pression commence à monter. Enfin, 9h35, c'est le grand départ. Kilomètre après kilomètre, Loïs se rend compte de la difficulté du marathon. Au 34e, il est exténué. Il a 30 minutes de retard sur son objectif. Avec un temps de 4h42 minutes, Loïs réalise une performance en deçà de ses espérances. Le lendemain, nous retrouvons Loïs chez lui. Il décrit sa course. Bon, c'est quand même assez loin de l'objectif finalement, 42 minutes, ça fait mal, donc il y a un peu de déception. Que dire, je suis parti un peu vite, j'ai d'une part présumé de mes forces, donc le premier semi en 1h52, ce qui était logique vis-à-vis de mon objectif de 4 heures, mais finalement je l'ai payé en deuxième partie, et puis bon, des soucis gastriques, un peu le mal du marathonien, on m'avait prévenu de toute façon qu'il y avait un grand risque que ça m'arrive. C'est arrivé. Maintenant, je sais quels sont les gentils restaurants toulousains qui acceptent de prêter leurs toilettes aux coureurs en détresse. Mais voilà, donc ça a été assez difficile de tenir moralement. Ouais, j'ai quand même pensé à l'abandon, faut l'avouer. C'est un sport de con, et ça d'ailleurs j'ai vraiment pas changé d'avis là-dessus, il faut vraiment être timbré pour faire ça. Mais il y a un mais, le fait de ne pas avoir fait les 4 heures, il y a une petite amertume, il y a une petite déception, donc un jour j'en referai quand je serai peut-être un peu plus mature physiquement, là, peut-être me faire quelques semis, mais bon, après, déjà là je pense que je vais me mettre dans mes préparations cyclisme sérieusement, et peut-être que dans 1 an ou 2 je me remettrai un peu la course à pied. Eux aussi sont habitués à courir, mais pas pour les mêmes raisons. Les graffeurs toulousains s'expriment sur les murs de la ville rose. Nous vous proposons une plongée dans ce monde à la fois artistique et subversif, un reportage par Nelly Lesage et Marie Desrumeaux. Nous, on a tout le temps été habitués à ce que nos trains soient effacés, nos murs soient effacés, les usines désaffectées dans lesquelles on peignait soient détruites, que notre art, en fait, il a tout le temps été éphémère. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on efface? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est moche? Qu'est-ce qui est légitime? Où? Pourquoi? Tu vois, c'est sans fin parce que c'est toujours associé à la subjectivité de l'art. Une ombre dans la nuit toulousaine. Il est minuit et Tilt se rend sur ses lieux de prédilection pour graffer. À coups de bombe, il peint toujours le même graffiti, un flop comme il l'appelle. L'opération est dangereuse car illégale. Ces graffitis seront peut-être effacés dès le lendemain, alors que sur d'autres murs de la ville, ils sont largement tolérés. À Arnaud Bernard, la rue Gramma est même devenue célèbre pour ses fresques, une drôle de contradiction. Pourquoi les graffitis sont-ils bienvenus dans certains espaces et pas dans d'autres? Direction le 55 et l'exposition Mr Freeze où le graffiti s'expose entre 4 murs. Là on est sur autre chose, c'est que graffer dans la rue ça s'appelle du graffiti. Ici on est dans une exposition et ça s'appelle de l'art. Maintenant tous les artistes qui s'y exposent sont issus de la rue et ils reviennent parfois. L'idée c'est qu'à un moment on évolue tous dans la rue mais on a besoin de manger, de grandir,
de vivre et de faire vivre d'autres personnes autour de nous. Donc du coup, on en a fait notre métier. Notre métier, ça sous-entend de travailler sur toile pour certains, d'autres de faire de la déco pour des entreprises, etc. Mais cela n'explique pas pourquoi le graffiti est aujourd'hui toléré, voire encouragé par la municipalité dans des lieux dédiés. Un spécialiste nous répond. Au départ, effectivement, le graffiti, on va dire, ou l'art urbain s'est fait connaître d'une manière illégale, comment vous dire, à l'écart des institutions. Ensuite, dans les années 80, surtout 90-2000, il y a eu une telle profusion de graffiti que les institutions, en particulier les mairies, se sont posé le problème de l'intégration. Savoir est-ce qu'on continue à effacer ou on accepte de reconnaître le talent de ces artistes et on travaille avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'enlever des graffitis avec par exemple les passages d'Allo Toulouse la nuit et en même temps de promouvoir l'art urbain dans des expositions comme Mr Freeze? Je crois que les contradictions, elles sont de tous les côtés. Elles sont du côté des artistes et du côté des institutions. Un artiste illégal, parce qu'il y a des artistes qui continuent à travailler d'une manière, si vous voulez, vandale, entre guillemets, pour employer un terme un peu violent, et qui en même temps travaillent avec des institutions. En effet, la mairie mène depuis 15 ans une campagne d'effaçage systématique des graffitis, ou plutôt de ce qu'elle appelle des tags. Nous avons essayé de contacter Sophia Belkacem, adjointe en charge des cultures urbaines. Oui, bonjour, mademoiselle Sage, je vous appelle du service de presse de la ville de Toulouse pour vous dire que ça va être en fait compromis l'interview de madame Belkacem pour l'art urbain. Je suis désolée, mais elle a un agenda très contraint. Nous n'en saurons pas plus. Alors nous décidons de changer de tactique et d'aller interroger une figure du graffiti toulousain. Il a commencé à peindre dans la rue, maintenant il expose aussi et travaille avec des institutions. Si tu veux, on a tout le temps été, nous, dans une sorte de schizophrénie, même nous. C'est-à-dire la nuit à aller peindre des trains, à aller faire justement du graffiti plutôt vandale, et l'après-midi à se balader à l'époque avec nos pressbooks, avec les jolis graphes qu'on avait fait dans des terrains vagues ou dans des usines désaffectées, en disant voilà, vous voulez pas qu'on vous peigne votre devanture, votre magasin, parce qu'on essayait un peu d'en vivre, parce qu'on essayait même des fois juste de récupérer quelques bombes pour aller faire nos productions perso. Donc déjà nous, on a plongé, je pense déjà les gens dans une schizophrénie de ça, c'est-à-dire mais c'est qui les graffeurs gentils qui font du beau, c'est qui les graffeurs méchants qui font de la merde la nuit et nous, on a été les premiers même à essayer de faire croire aux gens que c'était pas les mêmes, en disant non mais regardez, nous on va vous faire un truc clean, alors qu'en fait on est les mêmes, voilà, c'est la même. Donc je pense que c'est normal que des institutions, des mairies, des gens, ils sachent pas comment appréhender ce genre de phénomène. Alors, comment une ville doit accepter ou ne pas accepter le graffiti? Pour moi, elle ne doit pas l'accepter. C'est-à-dire, elle doit l'accepter sous forme de muralisme, d'expo et tout ça. Mais le graffiti en tant que tel, finalement, il a lieu d'exister dans ces lieux de prédilection qui sont les usines désaffectées, les bords de voies ferrées, tout ça. Enfin, moi, je suis pas là pour dire il ne faut pas effacer le graffiti. Non, le graffiti doit être effacé aussi parce que c'est un perpétuel jeu aussi. Le graffiti, c'est l'histoire de passionnés qui voulaient vivre de leur peinture. Entre graffer la nuit pour l'adrénaline et peindre sur toile le jour, ils ont fait le choix de ne pas choisir. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.